T'as certaines personnes qui te parleront de la texture, de la matérialité du béton, le toucher, etc., le rendu un peu brut que ça t'offre. La terre crue, on est 3 niveaux au-dessus, tu vois, si c'est pas 1000. Il y a un rapport au corps et au sensible qui est presque ésotérique des fois, il faut le toucher pour le croire. Vous écoutez Drop the Kutch. Eh bien bonjour et bienvenue dans Drop the Kutch, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture exerçant désormais dans un autre domaine. Et aujourd'hui, on va avoir une petite sensibilisation à la terre crue avec Gabin Wurtz. Salut Gabin. Salut Sam. C'est un des derniers enregistrements avant l'année 2021. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour te présenter rapidement, tu as été diplômé 2 fois. D'abord en 2017 en architecture à l'INSA de Strasbourg, puis en 2019 en tant qu'ingénieur en génie civil dans la même école. C'est ça. Et aujourd'hui, tu utilises tes 2 casquettes chez Amaco, une entreprise qui, d'après sa page LinkedIn, est un centre de formation, de recherche et d'expertise sur la construction en terre crue et en fibres végétales. Est-ce que tout est correct ? Est-ce que souvent je me plante ? C'est ça. Non, c'est juste. C'est exactement ça, ouais. T'as bien résumé le truc. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais définir rapidement ton métier ? On entrera dans les détails plus tard, mais juste pour qu'on ait une idée de ce que c'est ton métier chez Amaco. Intellectuel, expérimental, manuel et surtout diversifié. Un peu touche à tout, mais toujours sur la terre crue et les fibres. Mais en termes de métier, ça donne quoi ? En termes de métier, si tu veux, je suis à la croisée de la maçonnerie, de l'activité de labo, de l'activité un peu des fois d'archi, mais pas tout à fait, et sinon de bureau d'études conseil. Donc c'est hyper variable en fait, mais aussi un peu de prof des fois, tu vois. Voilà. Un gros panel. On en parlait C'est ça. juste avant de commencer l'enregistrement, c'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs. Mm. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi et comment t'es arrivé à travailler chez Amaco dans la terre crue ? T'avais l'air de me dire que c'était pas prévu initialement. Ouais, c'est ça, tu sais, tu peux, pendant tes études ou même après, des fois tu peux avoir des chemins hyper tracés dans ta tête où tu te dis, ouais, je vais faire ça pendant 1 an, après je fais ça pendant 2 ans, etc., etc. Et en fait, je me suis retrouvé là par hasard. C'est-à-dire qu'en archi, si tu veux, on avait peut-être un peu entendu parler de terre crue, mais moi, j'avais pas capté, tu vois. Pour moi, les potes qui faisaient de la terre crue, c'était un peu des hippies qui foutaient des moutons dans la cave. Et, euh, et en fait, c'est en première année d'ingé, tu vois, étonnamment, où j'ai fait le PRT, tu sais, le mémoire de recherche sur le pisé. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper cool. Et donc, je me suis dit, tiens, je ferais bien mon PFE dans la terre crue. Et puis voilà, en cherchant, j'ai postulé au cratère, j'ai failli aller à Auroville, en Inde. Mais au final, ça s'est pas fait, donc je me suis retrouvé genre 1 ou 2 mois avant le PFE à rien avoir. Et puis là, j'ai postulé à Amaco. Et en fait, j'ai fait mon PFE là-bas, PFE d'ingé du coup, pendant 6 mois. Et puis au final, je suis resté, et puis là, ça fait bientôt 2 ans que j'y suis, quoi. Et tu t'éclates ? Et c'est trop bien. Bon, ça reste du boulot, hein, c'est pas toujours la joie, mais globalement, c'est plutôt cool, ouais. Justement, comme je te disais, par la diversité des trucs que je fais, en fait. En fait, je trouve ça intéressant que tu dises que tu t'intéressais pas du tout à la terre crue pendant tes études d'archi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui manque dans ces études, c'est la dimension, enfin à mon sens, hein, c'est un biais d'opinion ce podcast. Il manque cette dimension, en tout cas à l'INSA, des matériaux. On connaît pas vraiment les matériaux à utiliser. Et du coup, est-ce que dans une optique de sensibilisation aux étudiants qui écouteraient ce podcast, tu pourrais essayer de nous présenter rapidement la terre crue et comment tu pourrais convaincre les étudiants en architecture de s'intéresser à la terre crue et aux fibres végétales, du coup, vu que c'est le domaine de Amaco. Parce que il y a certes un avantage écologique, mais quel potentiel offre ce matériau et aussi quelles sont ses limites ? On en parlait il y a quelques semaines. Ouais. De toute façon, déjà, grosso modo, c'est des choses qu'on a entendues, parce qu'on nous présente quand même pas mal de choses à l'INSA. Mais tu sais, des fois, ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. Et, euh, et je pense que globalement, faut réussir à s'y intéresser et pas hésiter à expérimenter. Après, particulièrement pour la terre crue, je vais plus parler de la terre crue, hein, parce que c'est vraiment mon domaine d'expertise.
Un peu moins les fibres végétales, tu vois. J'ai donné quelques cours là-dessus, mais sans plus, ça reste assez générique si tu veux. Pour la terre crue, c'est un matériau qui est sensible, déjà, avant tout, en fait. Tu vois, t'as certaines personnes qui te parleront de la texture, de la matérialité du béton, le toucher, etc., le rendu un peu brut que ça t'offre. Bah, la terre crue, on est 3 niveaux au-dessus, tu vois. Si c'est pas 1000. Il y a un rapport au corps et au sensible qui est presque ésotérique des fois, donc qui est hyper intéressant. Faut le toucher pour le croire. Et après, au-delà de ça, évidemment, ça peut pas que être ça. C'est un matériau qui est utilisé depuis des milliers d'années, hein, de manière vernaculaire. C'est un matériau qui est présent sur tous les continents, presque, et qui a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages classiques, c'est déjà son inertie. Après, ça dépend des techniques de construction en terre, hein, mais les techniques classiques, style briques de terre comprimée, ou adobe, ou pisé, ou bauge, c'est des techniques à forte masse volumique, qu'on est aux alentours des 2000 kg par mètre cube, donc qui ont une forte inertie. C'est-à-dire que c'est des matériaux qui vont emmagasiner la chaleur et la restituer, tu vois, au cours du temps. Donc ça, c'est leur premier avantage. Typiquement, tu mets un gros mur empilé dans un bâtiment à côté d'un petit pôle de masse, tu vas chauffer ton mur et il te renverra la chaleur au cours de la journée. Ça parlera notamment au GCE, ce genre de choses. Ensuite, c'est un régulateur hygrothermique aussi. C'est-à-dire que c'est un matériau à différentes phases. En fait, du fait des multitudes de tailles de porosité au sein du matériau, donc qui vont de l'échelle du dixième de centimètre, enfin du millimètre jusqu'au micromètre, en fait, si tu veux, tu as différentes phases hydriques à l'intérieur. L'eau va condenser, l'eau va être capturée, etc. Machin. Tu vas avoir des effets capillaires, ce qui va avoir pour effet de réguler l'hygrométrie d'une pièce en partie, et aussi de réchauffer ou refroidir la pièce en fonction de la condensation d'eau au sein du matériau. Donc voilà, ça c'est les deux gros avantages. Ensuite, ce genre de techniques, comme le pisé et la bauge par exemple, c'est aussi des techniques porteuses. Donc après, on dit technique porteuse, faut faire gaffe parce qu'on n'est pas. Nous, on a en tête, c'est le métal, le béton. Béton, on peut atteindre des résistances de malade avec les BFUP par exemple. Là, rien à voir, hein. On n'est pas. On est sur en général, on considère entre 1 et 2 mégapascales pour du pisé par exemple. Donc pour mémoire, pour ceux qui ont pas ça en tête, un béton classique, on est aux alentours des 30 mégapascales. Mais c'est toujours pareil, faut placer le bon matériau au bon endroit. Si tu fais une maison d'un étage ou de rez-de-chaussée ou même de 2 étages, 1 mégapascal ou 2, ça suffit, tu vois. T'es pas obligé de te mettre des refends de 30 mégapascal. Donc voilà, ça c'est pour les avantages. Après, les inconvénients, ce sera premièrement sa sensibilité à l'eau. C'est-à-dire que un des adages pour la construction en terre, et on dit en fait qu'il faut de bonnes bottes et de bons chapeaux, et un bon chapeau. C'est-à-dire qu'il faut des bons soubassements qui éviteront les remontées capillaires, mais aussi les projections d'eau par rejaillissement, et un bon chapeau, c'est-à-dire des débords de toiture, ou en tout cas disons une gestion attentive de la connexion avec les protections à l'eau, grosso modo. Que ce soit au niveau des rebords de fenêtres, mais aussi des encadrements et de la toiture. Donc. Voilà. Et après, le deuxième inconvénient, c'est en fait principalement le temps de mise en œuvre. C'est-à-dire que historiquement, tu vois, pour la petite anecdote, en Normandie, par exemple, pour les maisons en bauge, un truc qui se faisait assez classiquement, c'était que bah, t'avais les jeunes du village qui venaient fouler la terre, la mélanger à la paille, constituer les murs en bauge, et pendant ce temps, le ou la propriétaire ben, leur donnait un peu de cidre, ils mettaient de la musique, et puis roulait jeunesse, quoi, tu vois. Forcément, avec les techniques un peu plus contemporaines, c'est moins envisageable. Donc t'as ces questions-là aussi. Mais du coup, en contrepartie, ça s'intègre parfaitement, tu vois, dans des questions de remise en cause de la relation qu'on a au travail et à l'acte de construire aussi. Donc t'as ces questions-là aussi qui viennent dedans. Voilà, ça c'était pour un tour un peu général de la chose. Ok. Et en termes architectural, est-ce qu'il y a à quoi il faut penser? Parce qu'en école d'archi, on a souvent le réflexe de tracer des trucs en considérant par défaut que c'est du béton. Si on voulait, pour une construction, tu m'avais dit que c'était R+1 max en terre crue. Si on voulait construire certains éléments du bâtiment en terre crue, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête?
Après, R plus un max, c'est relatif. Typiquement, il y a un ouvrage qui est sorti il y a pas longtemps, là, Construire en Pisé, qui a été produit par le Cratère, qui est pas mal parce que ça te donne des espèces de prédimensionnement, ça te donne des idées. Mais c'est juste que par sécurité, on va dire rez-de-chaussée R plus un. Mais tu peux théoriquement monter plus avec des pisés un peu performants. Là, je me concentre sur la technique du pisé parce que c'est une technique répandue, que les archis aiment bien et qui est assez simple de mise en œuvre. Mais il y en a d'autres, en fait, des techniques de construction en terre crue. Ouais, ma question c'était aussi en termes, par exemple, au niveau des ouvertures max qu'on peut faire. Enfin, j'imagine que par exemple, si on fait une grande fenêtre, faut quand même foutre un linteau qui est pas en terre crue au-dessus. Ouais. Bah, classiquement, tu vois, pour la largeur d'ouverture, on dit si tu veux pas mettre de linteau, sachant que ça se fait pas en fait dans la pratique. En Oui. général, tu mets un linteau. Mais si tu voulais ne pas mettre de linteau, c'est maximum 60 centimètres de mémoire. À vérifier, hein, mais maximum 60. Et puis en fait, c'est tout simplement plus large que du béton. Tu vois, je veux dire, un mur en pisé, c'est 35 centimètres minimum, quoi. Voilà. Ouais, t'as des choses comme ça, c'est que tu travailles sur d'autres épaisseurs, et comme je te disais, vraiment le truc à avoir en tête, c'est la gestion de l'eau, quoi. Soubassement déjà obligé, 20 centimètres minimum. Si tu le fais en béton, bah, tu peux monter en terre au-dessus. Si tu le fais avec un autre matériau, par exemple de la pierre, il faudra mettre une barrière capillaire entre le soubassement et la construction en terre, et puis la jonction avec la toiture. C'est-à-dire il te faut des gouttes d'eau un peu éloignées du mur, l'idéal étant de prévoir des bords de toiture conséquents. Et puis aussi éviter de... Tu as un mur en terre, si tu veux le mettre à l'extérieur, sachant que c'est pas l'idéal, vaut mieux mettre la terre à l'intérieur. Vaut mieux éviter de mettre un mur exposé au vent dominant, par exemple, tu vois. On a des exemples comme ça à Bordeaux, où typiquement les murs situés à l'ouest, en fait, on se rend compte qu'ils prennent cher, quoi. Ça dépend aussi de ton type de terre. Enfin, c'est aussi la complexité. Ce qui fait aussi le fait que le matériau est cool, c'est que c'est un matériau qui est complexe, tu vois. Ça dépendra du type de terre que tu utilises, de comment tu la mets en œuvre, à quelle teneur en eau, etc. De la même manière que l'eau est l'ennemi, entre guillemets, de la construction en terre, en fait, c'est sa plus grande alliée, parce que c'est elle qui fait tenir la terre, tu vois. C'est assez paradoxal, mais c'est intéressant à savoir. Et est-ce que c'est une illusion de penser que la terre crue, c'était historiquement très utilisé sur tous les continents, comme tu disais, mais il y a eu quand même une période où on a un petit peu oublié ce matériau, ou alors c'est juste que des gens continuent à l'utiliser, on s'en rendait pas compte? Ou alors est-ce Non, qu'il non, il revient vraiment aujourd'hui, bah là, réellement? t'as un réel renouveau, mais il y a un biais à ça que je vais présenter après. Mais la construction en terre a été clairement oubliée, disons, mise de côté. Et en fait, t'as une explication toute simple, hein, c'est que déjà, on a découvert le béton, qui est un matériau magique. Enfin, c'est un délire, tu vois. Tu coules un truc liquide dans un coffrage, ça te fait une pierre hyper résistante. Voilà, à la base, c'était ça, hein. En plus, nous, on a mis des armatures en acier dedans, donc je t'explique pas le truc. Mais en fait, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Typiquement, tu vois, les artisans piseurs, donc ceux qui faisaient du pisé en Isère, ont été envoyés sur le front avec les autres pour faire des tranchées. Parce que les mecs, ils avaient un savoir-faire, on les a foutus faire des tranchées, et puis du coup, ben, il y en a plein qui sont morts, et c'est un savoir-faire qui s'est perdu. Après, là, il y a un réel regain, on voit qu'il y a de plus en plus de projets qui se font en terre. Ça peut être plein de techniques, hein, ça peut être des enduits de terre aussi simplement que ça, tu vois, mais aussi du torchis, de la bauge, des adobes, etc. Euh, mais, mais un des biais qu'il y a à ça, c'est qu'on peut avoir très vite à penser que c'est un matériau magique, tu vois, qu'on peut le mettre n'importe où, que ça va résoudre tous les problèmes, que c'est hyper écologique et tout. Et en fait, faut calmer assez vite, je pense, cette euphorie du début, et se rendre compte que c'est pas un matériau qui va répondre à toutes les problématiques que tu rencontres quand tu essayes de construire écologique, disons. Et après, il y a aussi toute une frange de la population qui a gardé cette construction en terre, mais ça concerne en fait surtout l'autoconstruction, si tu veux, notamment via les chantiers participatifs. Parce que ce qui coûte particulièrement cher dans la construction en terre, c'est la main-d'œuvre en fait. Ok. Non, mais il y a aussi ce réflexe de... Enfin, souvent, on choisit un matériau, mais je pense que c'est un réflexe de jeunesse, ça, des architectes. On choisit un matériau et on fait tout notre bâtiment en un unique matériau, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, faut varier
faut varier les matériaux pour mettre ce qui est mieux à chaque endroit, quoi. Enfin, C'est ça. faut pas faire Après, tout bête. on va faire, ouais. Après, faut faire gaffe à pas trop faire de patchwork, à moins que ce soit ton parti pris, mais après, t'as les contraintes économiques, enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais le, mais effectivement, enfin, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à ça, tu vois, c'est le bon matériau au bon endroit. Tu vois, je veux dire, les ar- pour donner un exemple concret, les archives veulent souvent mettre du pisé apparent, parce que pour montrer qu'ils ont construit en terre, etc. On a plein de sollicitations où ils veulent foutre de la terre en façade, tu vois. T'es pas obligé de mettre de la terre en façade, mais tu vois, t'as envie de répondre ça, tu vois. J'ai envie de leur dire, non, mais c'est cool, tu construis en terre, c'est super, mais en fait, construis logique, construis intelligent, tu vois. Je veux dire, pour caricaturer un peu, évidemment, chaque projet a ses particularités, mais pour caricaturer un peu, le mieux, c'est de faire tous les murs extérieurs en ossature bois, isolation biosourcée, et à l'intérieur, tu mets tes murs en terre, et puis là, t'es nickel, quoi, tu vois. Bon, je caricature un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Donc effectivement, dire je vais tout faire en terre ou je vais tout faire en machin, des fois, c'est pas hyper malin, quoi. Mais, mais t'as aussi ce côté, je pense, tu dis une erreur de jeunesse, je pense que t'as aussi ce côté qui est hyper important, c'est qu'à un moment, il faut que tu t'appropries le matériau aussi, tu vois. T'es obligé de tester des trucs, t'es obligé de l'utiliser pour voir comment tu l'utilises, en fait, tout simplement, quoi. Et on avait commencé à en parler un petit peu la dernière fois. C'était au niveau normatif en France, comment ça se passe pour utiliser de la terre crue? Bah, pour l'instant, c'est assez compliqué, mais ça se développe. C'est-à-dire que, si tu veux, la seule norme qu'on ait pour l'instant concerne les BTC. Les BTC, c'est des briques de terre comprimée, ou blocs de terre comprimée, ça dépend. Certains les nomment d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est simplement de la terre à l'état humide qui est comprimée dans des presses et qui font des briques pleines, qui sont donc normalement non stabilisées, c'est-à-dire sans liant hydraulique, et qui sont simplement mises à sécher. Donc on parle de terre crue parce que c'est l'argile qui fait le liant. Donc la seule norme qu'on ait, c'est sur les BTC. Sinon, toutes les autres constructions, en fait, si on veut des assurances, il faut passer par des ATEX. Donc c'est des appréciations techniques d'expérimentation qui sont délivrées par le CSTB. Donc t'as plein d'essais à faire pour prouver que ta technique que la technique et le matériau que tu veux mettre en œuvre soient adaptés en fait à ce que tu veux en faire. Donc t'as différents ATEX, hein, différentes ATEX. Pour ceux qui écoutent, je vous invite à regarder sur le site du CSTB, ils expliquent ça très bien. Il y a le A, B, C. En fait, ça dépend de la destination de la texte. Donc, si c'est pour un projet, si c'est pour plusieurs projets avec la même technique pour une durée limitée, etc., etc. Là, dans le cadre du projet Cycloterre, donc près de Paris, qui a la volonté de réutiliser une partie des déblais du Grand Paris pour faire des matériaux de construction en terre crue, il y a des dépôts d'ATEX qui sont en cours pour des techniques en fait. Donc typiquement là, enfin le cratère avec qui on travaille dépose bientôt un ATEX A sur des cloisons en BTC. Donc si tu veux, il y a un peu un flou au niveau des. Enfin c'est pas un flou, c'est un manque, c'est simplement un manque de normes en fait. Où il y a pas de normes, on n'a pas de DTU. Il y a les règles professionnelles qui sont sorties il y a pas longtemps là, donc qui sont déjà des bons guides pour construire en terre crue. Et sinon, en fait, donc soit tu fais des ATEX, si tout le monde veut pouvoir être assuré, soit en fait, il y a des bâtiments qui se font où toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, en fait, engage son assurance, Ok. tout simplement. Mais donc pour l'instant, ça reste loin d'être la norme. C'est ça. Si tu veux, faut s'accrocher, quoi, pour construire en terre crue encore. Je parle dans le public, hein. Là, je parle public vraiment, parce qu'en privé, c'est un peu plus facile. Mais il faut vraiment ouais, une équipe de maîtrise d'ouvrage et une équipe de maîtrise d'œuvre qui soit engagée et qui ait envie de construire en terre crue. Ok. Bah, c'est assez intéressant. Mm. Enfin, je pourrais parler des heures de ça. J'adore parler avec des professionnels. Juste pour. Comme le but du podcast, c'est aussi d'avoir un petit peu une idée des débouchés possibles après un diplôme d'archi. Tu as dit que ton métier, en gros, il pouvait être décrit en trois parties. Donc une partie bureau d'études conseil, une partie assistance à la maîtrise d'œuvre et une partie recherche, analyse et formulation. Ouais, ça c'est ce que moi je fais majoritairement. Tu verras que sur le site Amaco,
T'as trois parties. T'as une partie formation diffusion, une partie design et une partie conseil expertise. Moi, je suis dans le pôle conseil expertise, majoritairement. Donc, de plus en plus, là, on bascule vers une activité de bureau d'études, conseil. Donc, c'est-à-dire qu'on va accompagner les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage et leur dire comment utiliser la terre, si tu veux. Mais il y a aussi, en fait, toute une partie de mon boulot, et ce que je fais encore beaucoup, quand même, majoritairement même, en fait, ce sera du travail de labo, mais aussi des essais de mise en œuvre. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, je pourrais avoir une agence d'archi qui va dire, bon, écoutez, on a envie de construire en terre, on veut bosser avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va les accompagner déjà sur les grandes lignes, tu vois, de leur projet. Mais typiquement, les géotechniciens, après, nous enverront un échantillon de terre, et nous, on va faire des essais de caractérisation là-dessus, donc type essai géotechnique, comme on a fait un peu à l'INSA, tu vois, en GC. Et après, t'as le côté sensible aussi, où on va dire, bon, bah, telle et telle terre, elle pourrait être utilisée pour telle ou telle technique. Ou si l'équipe de maîtrise d'œuvre veut faire une technique en particulier, on leur dira, bon, bah, il faut ajouter tant et tant de ces constituants-là pour faire ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc t'as ce côté-là. Après, t'as aussi le côté où pour le projet, justement, Cycloterre, j'ai participé au développement du contrôle de production usine. Donc, c'est des trucs de mise en œuvre de filières de production, tu vois, mais aussi de la caractérisation et du sourcing des matières premières, où ben voilà, tu cherches, tu prospectes, tu cherches des terres adaptées à la construction en terre. J'ai développé aussi un protocole de caractérisation de la cohésion sèche de terre. Voilà, des choses comme ça, tu vois, où là, c'est vraiment du labo et de la recherche, où on développait le protocole pour qu'il soit le plus fiable possible, si tu veux. Et on allait faire des essais à l'INSA de Lyon, des essais de compression, etc., machin, pour analyser les terres et pour développer l'essai en question. Et après, à côté de ça, je suis aussi parti 2 semaines sur chantier avec l'équipe design pour faire des meubles en terre crue. Je me suis aussi retrouvé dans nos locaux à faire des prototypes échelle 1, tu vois, pour voir des mises en œuvre, mais aussi produire des panneaux en terre crue. De temps en temps, je fais des conférences ou des petits cours pour que ce soit pour des étudiants d'école sup ou des professionnels. Enfin, tu vois, c'est assez varié en fait, et on s'aide un peu les uns les autres où il y a besoin, quoi. T'as une semaine type quand même, ou alors c'est chaque semaine en fonction de ce qui arrive Ah, si j'ai l'équipe design qui est en galère, je pourrais les aider à l'occasion, mais non, la semaine type, t'arrives au boulot, le traitement classique des mails hein, le matin, et Puis puis la pause. après, puis la pause, faut s'en remettre quand même. Petit café. Non, mais grosso modo, ça se partage, si tu veux, allez, je fais 30% de labo, donc des essais, des trucs comme ça, et je sais pas, 15-20% d'administratif, et puis le reste, ce sera de la production de documents, du conseil d'archi et de maîtrise d'ouvrage, et des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pas mal partagé, ouais, entre le labo et le bureau, quoi. Mais c'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est que je peux passer 3 heures sur une feuille Excel, et puis après, si j'en ai ras-le-bol, je vais me changer et je pars au labo, quoi. Là, je fais des essais, la main dans la boue, et puis je suis content. Ouais, donc t'es vraiment entre l'archi et l'ingénieur. Enfin, Ouais, c'est ça. Après, côté archi, si tu veux, je fais pas de projet, tu vois. Je suis vraiment dans le conseil. Après, j'ai peu de visibilité comme j'ai fait ça directement et que j'ai fait juste quelques stages. Je sais que je suis à des lieux d'une agence, mais je pense qu'une boîte qui fait du conseil à maîtrise d'ouvrage et du conseil à maîtrise d'œuvre, peut-être ça, ce qu'ils font, ça se rapproche un peu de l'activité que j'ai, ouais. et du coup, est-ce que t'as été préparé dans tes études à ton métier actuel, ou pas du tout? Absolument pas. Euh, Il y a quand même des trucs après, qui ont servi. ouais, bah, ouais. Bah voilà, par exemple, tu vois, pour ceux qui ont fait génie civil, les essais d'Atterberg, par exemple, bah, j'en fais de temps en temps, tu vois. Les essais de labo, aussi étonnant que ça puisse être. Mais non, bah si, forcément, t'as des notions, tu vois. Je veux dire, à différentes phases de projet, bah, tu te souviens que t'en as entendu parler à un moment ou à un autre. Tu sais lire ça peut nous paraître con maintenant, tu vois, quand t'as l'habitude d'être dedans. Je veux dire, des plans, des coupes, ça te paraît évident, tu vois. Mais en fait, ça l'est pas forcément pour tout le monde. Donc des trucs aussi bêtes que ça, tu vois. C'est en fait toute la culture archi aussi et la culture ingé que tu t'es faite.
Ben, derrière, quand t'es avec des bureaux d'études et qu'ils te disent, bon, là, on a calculé la flèche, on n'est pas bon, machin, on a tant de temps de charge, si on considère le vent, blablabla, bah, tout ça, tu te rends compte qu'en fait, t'en as déjà entendu parler, tu sais de quoi il parle, tu vois. En fait, le truc le plus simple, déjà, le plus basique que ça t'offre, c'est déjà un vocabulaire, tu vois. On s'en rend pas forcément compte, mais rien que ça, c'est déjà énorme, en fait. Il y a une question que j'aime bien poser à tout le monde. C'est si tu avais en face de toi le Gabin du passé, qui est soit en fin de lycée, soit pendant ses études, et qui est face à une grosse période de doute. Euh, est-ce que, Qu'est-ce que tu lui dirais? Comment s'accrocher? Ou alors celui du lycée, est-ce que tu lui dirais de faire, de changer quelque chose à son parcours, de juste faire de l'ingénierie ou de, enfin je sais pas. C'est si t'avais en face Gabin du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, à vrai dire, euh, je crois pas grand-chose. Je lui dirais, vas-y, mec, continue. Vas-y à fond, parce que je suis très content d'avoir fait ça. Je lui dirais que c'est pas toujours une partie de plaisir, mais que c'est pas parce que tu fais pareil ou parce que tu fais différent des autres que c'est mieux ou moins bien. Juste, franchement, kiffe. Continue à voir des gens. Faut pas oublier ça. Et puis surtout, prends ton pied, quoi. Explore. Je pense que je lui dirais ça. Explore. Sois curieux. Essaye. Fais des tests. Ouais, vraiment ça, tu vois, genre, continue. Je pense que t'as choisi un bon truc. Mais, euh, mais prends le temps d'explorer et de tester des choses, même si tu penses que ça marchera pas, quoi. Que ce soit dans le projet, que ce soit dans la vie de tous les jours, de n'importe quoi, tu vois. T'es nul à un sport, t'en fous, vas-y, essaye. Tu sais que tu te dis que tu sais pas dessiner, t'en fous, vas-y, essaye, tu vois. Un peu cet esprit-là. Tu connais pas ce matériau, essaye. Je pense que ce serait vraiment ça. Bah, c'est la réponse que j'ai souvent, c'est de Ouais, profiter du temps des études pour faire plein de trucs. ouais, bah c'est vrai, je pense, Parce hein. que tout le monde me dit que c'est plus compliqué après, et ça me déprime énormément, ça. Ouais, mais je pense que tu te prends une grosse claque hein, quand tu sors des études, c'est pas forcément facile au début. Mais c'est différent aussi, tu vois. Les deux sont cool, franchement. Et du coup, dans le futur, tu te vois où? Tu te vois encore bosser chez Amaco enfin, je vais pas te demander de cracher sur son employeur, ni rien, mais... Non, Non, pas mais du tout. est-ce que tu envisages à un moment de bosser ailleurs ou alors d'essayer d'impulser une orientation particulière chez Amaco peut-être plus rejoindre le pôle design, je sais pas, ou alors te lancer carrément en architecture dans une agence? Bah, c'est difficile à répondre, parce que moi, il y a un an, je pensais plus être à Mako, hein. Au final, j'y suis encore, et pour un bon bout de temps, théoriquement. Mais non, là, si je disais que j'ai en tête, je pense pas y rester hyper longtemps non plus, tu vois, peut-être 1 ou 2 ans encore, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis après, ouais, j'ai bien dans l'idée de monter mon agence d'archi. Mais j'en sais rien, si ça se trouve, je vais me retrouver au final à faire une thèse sur la terre crue, tu vois. J'en ai aucune idée, au final, Mais c'est hyper sortez-moi de fluctuant. là, je C'est suis ça, bloqué dans la terre aidez-moi. crue. Je suis bloqué. C'est des putains de sable mouvant. Non, mais ouais, non, mais c'est trop bien. Le problème, c'est qu'une fois que tu fous les mains dedans, t'es foutu. Je t'avais dit ça, c'est que essaye la terre crue et tu verras, c'est assez dingue. Mais on dirait un psychopathe, venez dans notre secte, essayez la terre crue. Allez, viens. Allez, viens, on est bien, tu verras. Mais non, non, ouais, j'aimerais bien refaire de l'archi, parce que t'as quand même le côté projet qui est cool, tu vois, qui me manque. Mais après, le fait de faire de la terre crue, ça a été un déclic. Je sais que si je fais de l'archi, je veux vraiment rester là-dedans, tu vois. Tout ce qui est bois, biosourcé, géosourcé, je veux dire, le tout métal, verre, béton de mes études, c'est fini, quoi. Tu veux pas construire des buildings à Londres, dans la City? Bah écoute, je me suis dit pourquoi pas, tu vois, j'en ai marre de tous ces bobos écolos. Ça part en skyscraper à New York. Le gros Mais non, revirement. J'en ai marre c'est de la ça. terre crue. J'avais marre. Je vais à Dubaï maintenant. Saturn et hippie. Non, 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 c'est mort ça, c'est mort. Bon, je sais pas si t'as des choses que tu veux rajouter. Moi, j'ai posé un petit peu les questions que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de demander ou quelque chose que tu voudrais partager Euh, en plus
Non, je sais qu'il y avait eu à l'INSA une année un petit séminaire sur Intercru. Je pense que n'hésitez pas à faire pression, je m'adresse à ceux qui sont à l'INSA, hein, et même dans toutes les autres écoles. N'hésitez pas à faire pression auprès de vos profs pour que vous puissiez en faire plus. Et même de manière générale, voir les autres choses aussi, les fibres, le bois, tout ça, quoi. Parce que c'est hyper intéressant et je pense que c'est la dimension vraiment recherche dont j'ai parlé, exploratoire. Vraiment regarder ce qu'on a autour de nous, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de manières, il y a plein de matériaux disponibles pour construire. Et souvent, on le sait pas, en fait, tout simplement. Moi, je sais que je suis le premier à tomber dans ces pièges de. Il y a une conférence sur la pierre massive. Bah, mon prochain projet, il a été avec une façade en pierre massive. Ouais, mais c'est bien parce que t'as essayé, tu vois. Tu t'es approprié le truc, t'as essayé autre chose. Et peut-être que tu feras pas tout pierre massive à ton projet. Et que si ça se présente, tu diras, ah bah tiens, là, tu vois, c'est cool. Là, je peux utiliser ça, c'est pas mal, tu vois. Ah, mais moi, j'adore. C'est J'essaie de bien, tous c'est mes bien. projets de faire quelque Mm. chose de différent, que ce soit en urba ou en archi. Il y a vraiment aucune cohérence dans mon parcours. C'est vraiment, tiens, je vais dans cette direction. Ah non, je vais dans celle-là, je vais dans celle-là, je vais dans celle-là. Mais c'est parfait, ça. T'as totalement raison. Bah, j'en suis d'autant plus convaincu maintenant qu'on me dit que. Parce que moi, j'étais persuadé que justement, quand on sortait des écoles, on était enfin libre et qu'on pouvait partir dans tous les sens. Mm. Ouais, pas tant. Mais, mais Laissez-moi je dans pense que tu, l'ignorance. ah bah là, avec ce podcast, t'es foutu, hein. Non, mais je pense que tu testes d'autres choses aussi quand t'es dans le monde réel. Puis t'as aussi un truc, je pense, où, tu vois, quand tu bosses en agence, tu bosses sur un projet et qu'après tu peux te promener pour de vrai et pas en 3D dans le projet. Ça va être assez dingue quand même. Et encore mieux, euh, pour la petite anecdote, il y a Hort, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont eu, qui me racontait une fois qu'il avait fini un projet tout con, qui était simplement la rénovation d'une façade pour une cliente à lui, et que la nana était hyper contente, tu vois, qu'elle avait remercié. Et là, il m'a dit, bah moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Et ça peut paraître con pour certains qui ont des rêves de grandeur, ou je sais pas quoi, mais je trouve ça beau quelque part. Parce que si tu peux faire kiffer les gens avec ce que tu leur permets de construire, bah, je pense que t'as tout gagné, quoi. Ça résonne beaucoup en moi, parce que moi, dès que je fais une maquette, je fais waouh, je l'ai bâti de mes mains. C'est ça. Stage ouvrier, maintenant, chaque fois que je Euh, passe devant la zone commerciale qu'on a construite, je fais ça, c'est moi qui l'ai ah, construit. c'est ça. C'est beau, ça. Et en même temps, c'est kiffant, forcément. Ouais, En même temps, on est accro, hein, on est pour quand même des certains. gros mégalos. Hein. C'est clair. Mais faut l'enfuir un peu, la mégalomanie. Parce qu'après, tu deviens un sup. Bon, eh bien, merci beaucoup sur ces belles paroles de mégalomanie. Euh, je tiens à te remercier pour avoir accepté cette invitation, pour cette petite sensibilisation à la terre crue. Et enfin, moi, personnellement, je vais aller me renseigner, du coup, encore plus. Bah, n'hésite pas. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et Écoute. peut-être qu'on se croisera en vrai un jour, je ne sais pas, quand cette Bah ouais, je pandémie sera pense. finie. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez faire un commentaire ou une critique, vous pouvez envoyer un message à @iquitect sur Instagram ou laisser un avis sur Apple Podcast. Un grand merci à Simon Tsika et Darius Afshar pour avoir composé la musique du générique et à Louise Gonémery qui réalise toutes les illustrations sur Instagram. C'était Drop the Kitsch.